Bonjour Caroline, Bonjour Jean. merci de nous faire l'amabilité de revenir nous voir sur Fréquence Populaire, alors que tu es très, très prise. Il y a énormément, toi-même de préparation, de vidéos, d'analyses en cours. C'est vrai. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es géopolitologue, docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de stratégie. Tu es une réaliste en géopolitique et puis dans le domaine géopolitique, tu as un CV qui est long comme le bras. Tu as été auditrice IHEDN, tu as travaillé au service du Premier ministre en gestion de crise pendant les guerres de Yougoslavie, ce qui n'est pas rien. C'était un des premières catastrophes récentes en Europe. Tu as été également professeur à l'école de guerre, ça ne s'invente pas, directrice de séminaire pendant 4 ans, Ouais. et tu as rédigé un certain nombre de d'articles, de livres. Il y en a un qui m'avait beaucoup plu, on en avait déjà parlé, c'était, «Vers un nouvel Yalta», qui a maintenant 5 ans, et c'est intéressant puisque cette semaine, le 5 février, nous fêtions le 80e anniversaire de la conférence de Yalta qui s'était tenue en Crimée, justement, donc à Yalta, réunissant Churchill, Roosevelt et Staline. Et c'est considéré comme le lieu où s'est partagé le monde à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, avec l'émergence des BRICS, la difficulté de l'Occident à maintenir son hégémonie mondiale, y compris pour les États-Unis, avec les crises multiples que connaît le monde, est-ce qu'on n'est pas dans une redéfinition générale de l'ordre international? Et est-ce qu'on n'est pas au bord, eh bien, d'un nouveau Yalta? Et donc j'aurais aimé Bienvenue, mais chacun sent bien qu'il va falloir se réorganiser. oui, il va falloir faire de grandes, grandes mutations, d'abord mentales, morales, intellectuelles, dans les structures de pensée et de planification d'ailleurs et d'anticipation, d'analyse d'un certain nombre de grands pays, notamment du côté occidental, parce que s'il y a bien une chose qui est assez, patente, flagrante, c'est qu'on n'a pas vu grand-chose venir, du stade actuel où nous arrivons et donc quand Alors, si je peux j'écrivais me permettre, si je peux oui, me je te coupe tout de suite, oui. pas tout le monde n'a pas vu. Non, mais bien sûr, mais Toi, tu as vu nous sommes et ça me permet de faire un placement produit. Là, maintenant, parce que eh oui, placement produit, heu d'accord? heu vous connaissez peut-être la chaîne Paix et Guerre et si vous ne la connaissez pas, eh bien, c'est la chaîne justement de Caroline Galacteros. C'est extrêmement intéressant. Vous verrez, vous avez un Mondoscopie. Je crois qu'on est au numéro 57, si j'ai bien suivi, de cette semaine. Donc, Tout à fait. analyse Tous les globale mercredis. et qui est ouverte à tout le monde. Et puis, sur abonnement, on a des contenus beaucoup plus poussés et spécialisés. En tout cas, que vous abonniez ou pas, vraiment, allez-y, c'est très intéressant. Et Caroline Galactero, c'est fait parmi les rares, pardon, qui, eh bien, a vu ce qui arrivait, justement. Oui, mais alors je tiens tout de suite à dire, c'est très gentil, merci beaucoup de citer Paix et Guerre. Il y a aussi des entretiens géopolitiquement incorrects que j'ai commencé à faire là depuis l'automne, sur Paix et Guerre. Mais en fait, je n'ai en fait, je n'ai pas de mérite si ce n'est celui de la constance et peut-être de la méthode, qui est celle qu'on m'a apprise et que j'ai pratiquée, bon. Parce que pour essayer de comprendre et d'anticiper, bien sûr, on n'anticipe pas tout, on ne voit pas tout, on peut se tromper, on n'a pas toutes les informations. Je ne suis plus dans les allées, dans les arcanes, bien sûr, des informations classifiées et cetera. Tout ça, ça ne m'est plus accessible. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est appliquer un certain type de regard et un certain type de méthode à l'observation des faits. Et quand on fait ça, bien sûr, sachant que cette méthode et ce regard sont désidéologisés par principe, c'est-à-dire on regarde les faits, on regarde les informations disponibles,
on étudie l'histoire, on remet les choses en perspective, on s'intéresse aux personnalités au lieu, juste de les diaboliser ou de les angéliser. Enfin, voilà, en fait, c'est un travail d'analyste, en fait, hein, que je fais. Donc, quand on fait ça, eh bien, surgissent petit à petit des structures, de pouvoir, des permanences, des personnalités qui émergent, des problématiques, qui se renouvellent, des questions économiques qui sont vues sous un angle nouveau et cetera et donc Vers un nouveau Yalta, c'était un recueil de tout un tas d'articles, en fait, que j'avais écrits dans Le Point, mais pas seulement, dans de multiples endroits pendant quelques années, donc c'est un recueil. Il faut que j'écrive un autre bouquin, je sais, tout le monde me le dit, un vrai, un essai, un mach je sais et je vais le faire, je promets, je vais le faire. Mais je manque en effet de temps pour diverses raisons et Heu, tout ce que j'ai vu ou ce que j'ai pu anticiper, c'est grâce à cette approche, c'est tout. C'est-à-dire je refuse, de regarder la réalité internationale, comme, un membre du pôle occidental à partir d'un regard, déjà préfet, avec, tout un tas d'a priori, avec tout un tas d'interdits, avec parce que dans ce cas-là, on ne peut plus rien voir et on ne peut plus rien comprendre et encore Ouais. moins faire quoi que ce soit. Et c'est Alors pour ça disons qu'on où on en est, nous, la France. Voilà. disons-le, tu refuses, un regard idéologique sur les relations, internationales, tu viens de le dire. Donc Humanitaire, c'est le regard réaliste qui peut coûter cher. oui, Heu, il ne rapporte D'ailleurs, rien, je confirme. Mais ça, c'est on est d'accord. Ouais. peut-être ça rapportera car, pour ceux qui te connaissent et qui te suivent, tu as, subi depuis, le début de la phase chaude de la guerre entre la Russie et l'Occident, c'est-à-dire le 24 février 2022, une forme d'ostracisme. Toi qui parcourais, les rédactions, du Point, au Figaro, les chaînes de télévision, tout à coup ça s'est arrêté, et tu as été pointé du doigt. Alors c'est pour ça que je rappelle ton parcours parce que bon, c'est il y a des idéologues et puis justement toi tu es spécialiste, et on n'a pas apprécié ce que tu disais. Or ce que tu disais sur le renforcement de la Russie, sur l'émergence des BRICS, sur la réalité de cette relation, sur le destin des armes quasi certain qui allait, suivre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la motivation de certains en Occident, c'est-à-dire de vouloir étendre l'OTAN, cause de la guerre, tout ça t'a coûté cher. Pourtant, c'est ce qui maintenant émerge et tu es si ostracisé avec quand même quelques grands noms. Parce que c'est beaucoup plus Oui, difficile en France qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tu es avec Jeffrey Sachs, tu es avec John Mearsheimer, tu es même avec Henry Kissinger. Bon, ça va. Il y a pire comme, oui, oui, non, ça les non, non, gens mais se je sont suis en pas très trop bonne occupés. compagnie. Toute petite Alors, par rapport à tout ce monsieur, mais on va pas rentrer dans les détails, on peut considérer que la guerre en Ukraine est sur le terrain sur le terrain militaire terminée, au sens où il n'y aura pas de victoire de l'américaine, ukrainienne et ça serait une victoire, russe. On verra jusqu'où, la Russie conquérera l'Ukraine. La question centrale qu'on voulait te poser, c'est dans les négociations qui s'avancent, dont tu parles sur, paix et guerre, des discussions qui vont venir, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce que on va discuter comme ça nous est présenté du bout de gras, à savoir où va s'arrêter le conflit en Ukraine, quelle ville va être ukrainienne, quelle ville va être russe? Ou alors on va avoir une discussion globale? Frontières de l'OTAN, zone d'ingérence, zone d'influence des uns et des autres au niveau global, répartition de l'économie. Est-ce que c'est plutôt une rencontre sur une question globale ou, comme le présente l'équipe Trump pour le moment, juste une rencontre pour, arrêter la guerre en 24 heures en Ukraine? non, je pense que ça va être une discussion globale qui va aller d'ailleurs au-delà du théâtre européen, qui ça va être de la ça va être un nouveau Yalta. Ça va être un nouveau Yalta.
Parce que tout le monde l'appelle de ses vœux, en fait. Même du côté occidental, il y a quand même un niveau de conscience, du côté américain en tout cas, même si les Britanniques, eux, freinent des 4 fers, et si les Européens ne comprennent strictement rien, à part quelques-uns. Du côté américain, il y a une conscience et d'ailleurs c'est, comment s'appelle-t-il? C'est Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, qui a dit il y a, je sais pas, il y a une dizaine de jours, «Il faut qu'on se rende compte», c'est quand même c'est un truc quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «C'est pas possible». «Il faut qu'on se rende compte que le monde n'est plus unipolaire. Le moment unipolaire est passé et qu'on est dans une multipolarité». Oui, c'était Venant réellement étonnant. Et Donald ve Trump l'a dit aussi. Voilà, venant des États-Unis, c'est quand même ça prouve quand même qu'il y a un degré de conscience, supérieur à celui auquel, nous avait habitués, l'administration sortante, qui Oui, mais en était même dans une temps, Donald Trump dit, «Je veux maintenir la puissance américaine. Si vous avez une monnaie des BRICS, on va tout attaquer. Si vous non faites pas mais comme je dis, je vous mets des tariffs». oui, mais c'est une politique de puissance. Et tout le monde a une politique de puissance. C'est pas parce qu'on parle de multipolarité que c'est une bande de nounours, qui se sont enlevés les griffes et qui vont, gentiment c'est pas du tout ça. Ce sont un certain nombre de dirigeants de puissances régionales majeures ou de grandes puissances, dans le cas des États-Unis, dans le cas de la Chine, dans le cas de la Russie, puissances régionales, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, bon, enfin, il y a voilà. Tous ces gens-là sont bien d'accord sur le fait qu'ils doivent, avec leurs propres atouts, faire le mieux pour leur propre pays. C'est là qu'on voit que l'Europe est complètement à contresens, à contretemps, à contre-emploi, enfin, elle n'a rien compris, n'a rien compris, à rien. Voilà, ça c'est très, très effrayant. Quand on est française, c'est très, très effrayant. La France elle-même, alors n'en parlons même pas. On sait de moins en moins ce que nous sommes. Donc, bon, on n'assume rien, on ne profite d'ailleurs de rien de ce qui nous reste de la toute-puissance, on ne fait rien. Voilà, on se dilue, on est content, on se gargarise de notre propre affaissement. Bon, donc on est dans une politique de puissance qui est en fait assumée, qui est désinhibée. Donc Trump, oui, il est dans des postures, alors évidemment, très, un peu, j'allais dire rustique quoi, un peu bébête, un un peu à l'américaine, c'est-à-dire toujours voilà: «Nous restons la puissance, nous voulons être ci, C'est un nous jeu de allons rôle aussi. imposer». C'est absolument un jeu de rôle, mais c'est une manière de se mettre en situation de pouvoir commencer le grand marchandage et il sait bien qu'il va devoir faire un grand marchandage au Moyen-Orient, en Europe, vis-à-vis de la Chine, donc il a ses illusions, il a ses informations, il a sa désinformation, il a ses freins intérieurs et ses ennemis intérieurs, qui, n'ont toujours pas avalé, son retour au pouvoir et qui n'ont pas l'intention de lui faciliter les choses. Donc rien ne va être facile, même pour lui, au plan américain interne. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quand même pas une personnalité, même si il est très dominé par ses affects, par son narcissisme, par tout ce qu'on veut. C'est pas un warmonger, c'est pas un type qui pense à la guerre tout le temps. Lui, son truc, c'est effectivement de retrouver un équilibre, d'enrayer, et ça, il croit qu'il le peut et peut-être le peut-il d'ailleurs, on verra, d'enrayer la dédollarisation, cette tendance lourde, que moi je vois arriver, mais depuis des années en fait. On en parle depuis des années entre gens un peu, informés et intéressés, de l'économie mondiale, de renverser alors il croit encore qu'il peut utiliser les vieilles recettes quand il dit: «On va vous remettre des droits de douane, on va vous refaire ci, on va» il en est encore à, l'arme des sanctions, l'arme des droits de douane, même s'il préfère les droits de douane aux sanctions, parce qu'il a compris que les sanctions, ça avait ses limites. On le voit en Russie, on le voit en Iran, bon, ça n'a pas tellement empêché, ni les programmes, d'armement, qui inquiétaient de se poursuivre, ni les pays de tenir, ni bon. Donc là aussi, il doit revoir ses bâtons, il doit inventer des carottes, bon,
et le Moyen-Orient va être très, très intéressant aussi et je pense que vraiment les 2 théâtres, européen et moyen-oriental, vont être liés dans des discussions avec un Vladimir Poutine. C'est clair. Notamment Alors, vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis des projets de Trump, pour à la fois sécuriser Israël. C'est clair, c'est net, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Israël est là pour ça, pour semer la zizanie au Moyen-Orient. Ça a très bien marché, mais maintenant, il faut trouver un maintenant, le rapport de force est différent, y compris dans cette zone et c'est là que tout le poids de la désinformation qu'ici on subit, on avale, on nous met en intraveineuse toute la journée sur, la grande victoire d'Israël face au Hamas et au Hezbollah. On nous ment sur à peu près tout. Donc comment veut-on derrière pouvoir raisonner intelligemment? Hier, on a eu notre premier ministre qui, à l'Assemblée nationale, a été expliqué sur l'Ukraine, qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, des trucs complètement ridicules, 100 000 morts ukrainiens, 200 000 morts russes. Mais quelle moquette fument-ils? Qui les renseigne? Où prennent-ils leurs informations? C'est ahurissant de bêtises, d'ignorance. Voilà, on en est là. On a un certain nombre de couches de crétinerie, il n'y a pas d'autre terme, et d'auto-intoxication heu, alors, sur le cas iranien et russe, je vous invite, pour le coup, vraiment à aller voir le dernier, Mondoscopie que tu as fait. Il y a je crois que c'est le deuxième ou troisième chapitre, enfin peu importe. Il ouais. 15-20 minutes très Oui, efficaces, très, j'ai très décidé intéressant. d'être beaucoup plus courte, hein, parce que j'étais trop long, je me mettais à Ouais, parler mais là, trop. c'est bien, c'est très détaillé, on fera pas ça ici. Hem, il y a évidemment aussi, l'autre acteur, la Chine, qui est alliée très profondément avec, très fortement avec la Russie. Mmh mh. C'est le cauchemar de Kissinger, Henry Kissinger, feu, il disait: «La pire chose qui pourrait nous arriver, c'est une alliance entre, la Russie et ses ressources, sa profondeur stratégique, et ses capacités militaires et la Chine, son industrie, sa technologie, tout ça». Mmh. Or, le cauchemar de Kissinger s'est réalisé. Si on lit bien, heu, Donald Trump derrière, ses rodomontades, son côté punk, son YMCA, voire tout ce qui sert à Oui, mais c'est un perdre un sh peu l'adversaire, en fait, à noyer l'adversaire dans oui, c'est un l'information. showman, c'est un showman. Et lui, il aimerait bien casser un peu cette, relation et donc dans le grand deal qui va se faire, i si tu pouvais l'analyser comme ça, qu'est-ce qui est ligne rouge pour les Russes? Qu'est-ce qui est ligne rouge pour les Américains? Trump, il est content avec quoi comme gain dans le deal avec Moscou? Poutine est content avec quoi comme deal avec, OK, Trump d'après toi? OK. Alors, Trump, son sujet pour moi, enfin à mon avis, central, c'est le Moyen-Orient. Donc Trump, il veut refaire et compléter et renforcer les accords d'Abraham qui ont été, en fait, affaiblis à partir du printemps 23 parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient arrivés à un point où ils se disaient: «On devrait peut-être arrêter quand même cette guerre du Yémen complètement stupide et on a intérêt à une stabilisation régionale pour nos projets de développement économique, socio-économique et cetera». Bon, après il y a eu le 7 octobre, c'est reparti dans tous les sens, les accords d'Abraham, ont volé de fait en éclats et donc il faut recréer tout ça. Pour faire ça, Trump, je pense, va devoir malgré tout faire pression sur Israël, c'est-à-dire peut-être dealer le soutien maintenu américain fort, puissant, économique, politique, militaire, à l'État d'Israël, en échange, d'une temporisation de brute force avec ce pouvoir ou avec un autre, des positions israéliennes, notamment vis-à-vis de l'Iran. Notamment vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire que je ne pen je
tous les gens un peu, enfin tous ceux avec lesquels soit je parle, en tout cas je les écoute, j'essaie de comprendre, je reprends leurs documents et cetera, disent tous la même chose. Heu, Israël ne peut pas se payer l'Iran. Au point actuel, de la technologie des technologies militaires développées par le pouvoir de Téhéran, Israël ne peut plus exercer sa dissuasion, militaire et stratégique et même nucléaire, face à l'Iran. Parce que l'Iran a des Déjà, ils données ont pas réussi à vaincre le Hamas. Alors c'est l'Iran, c'est un exactement. peu plus gros Voilà. quand même comme Non mais morceau. même voilà. Donc l'idée de taper l'Iran ou de, le faire avec le soutien aérien américain, tout ça, c'est pas possible. La seule chose, mais qui serait une dinguerie complète et avec des développements aléatoires extrêmement dangereux pour les États-Unis, ce serait, une véritable force, c'est-à-dire de vouloir envahir l'Iran, hein. Bon, mais l'Iran, c'est pas l'Irak de Saddam Hussein, c'est pas la Libye, c'est pas la Syrie, c'est pas c'est autre chose. Donc une force au sol américaine, ça Trump, il a aucune envie d'aller coller ces boys là. Il n'a pas plus envie d'aller les coller sur le théâtre européen, au secours de l'Ukraine. Qui de toute façon a perdu et mathématiquement, bon alors, manifestement il n'a pas les bons chiffres non plus ou alors il fait semblant d'en donner de faux pour laisser entendre qu'il ne sait pas. Je ne suis pas au courant de tous les méandres, de ses raisonnements. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il va refiler la reconstruction de l'Ukraine aux Européens. Ça me pend au nez, c'est toujours comme ça a La été partie qui restera côté européen, hein. voilà. Et qu'il va falloir trouver avec Poutine, heu, les voies d'une restabilisation, en fait, de la sécurité européenne. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on est d'accord que pour, les États-Unis, enfin pour en particulier Donald Trump, l'Ukraine n'est pas existentielle et pas Non, vraiment stratégique en réalité. mais pas du tout. Heu Elle ne l'est et pas et que de toute fa ouais, à l'inverse pour les Russes, elle l'est et qu'eux, bien ils sûr. veulent pas l'Ukraine dans l'OTAN, même un bout d'Ukraine dans l'OTAN. Non, non, mais la neutralité, moi je dis ça depuis des années. L'Ukraine était en paix tant qu'elle était neutre. À partir du moment où, soi-disant, au nom de la politique, de la porte ouverte, comme si c'était un truc complètement désincarné et que n'importe qui pouvait venir, que c'était une auberge espagnole, l'Alliance Atlantique, à partir de ce moment-là, l'Ukraine s'est mise en danger. Le calcul occidental, depuis Maïdan au moins, mais en fait depuis beaucoup plus longtemps, c'est encore bien plus ancien, était de se servir de l'Ukraine pour aller affaiblir décisivement la puissance russe. Mais comme on fait ça dans un carcan idéologique, heu, qui est faux, qui est fondamentalement faux, on ne voit pas ce qu'est la Russie, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est redevenue, la manière dont elle a restauré les voies de sa puissance, de son crédit, de sa diplomatie, de sa projection de puissance, sa projection d'influence. On ne voit rien, c'est pas compliqué. On s'imagine que c'est encore, que la Russie, c'est l'URSS et que c'est même pas l'URSS, que c'est la Russie d'Yeltsin. Mais ça a pas grand-chose à voir, ça a même rien à voir, c'est fini tout ça. La période bénie, n'est-ce pas, du point de vue occidental, pas du point de vue russe, de la Russie des années 90, c'est terminé, c'est fini, ça reviendra pas, c'est terminé, voilà, bon. Donc et on n'a plus, Poutine, c'est pas un pantin aux ordres de l'Occident comme a pu l'être Yeltsin, tout simplement. Bon, qui était, j'allais dire notre homme à la Havane, c'est notre homme à Moscou. C'est important ça et c'est lié à l'invisibilisation que tu as connue pendant, 2-3 ans, dans les médias officiels. C'est qu'on a étant accusé d'être, agent du Kremlin, pro-Poutine, enfin bon, Oui, tout bien ce qui va sûr. avec. Le c'est quand même beaucoup plus dangereux pour une nation comme la France d'avoir des chimères dans l'analyse plutôt qu'une vision, froide et objective. Parce que ça conduit à la catastrophe. On Non, peut mais penser, déjà au coût de l'énergie en Europe, qui visiblement, n'a pas été pensé ni maîtrisé. non, absolument pas. Et puis surtout, nous nous sommes, totalement, dévalorisés, en fait, nous-mêmes, par nos propres actions et discours et tout ce qu'on veut.
vis-à-vis de beaucoup d'acteurs internationaux. Pas seulement la Russie, la Chine, quand même pas, c'est pas des petits morceaux ça. Tous nos points d'appui en Afrique, tout ça, ça bon, pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus aucune crédibilité. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus aucune crédibilité? Mais parce qu'on est tellement asservis, on a une telle on a un tel alignement que c'est un défaut, gravissime par rapport à toute notre tradition diplomatique, de non-alignement et qui nous donnait un rôle et en tout cas une utilité, dans la médiation de certains conflits, et encore plus, qui plus est, en Europe, pour la sécurité européenne. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais dû, s'engouffrer comme ça, à la suite des néocons américains, dans cette guerre ouverte contre la Russie, parce que c'est une guerre ouverte. C'est les Ukrainiens qui meurent, mais c'est aussi les nôtres, hein. Il y a encore une cellule, des GSE là qui vient de tomber, hein. Voilà, je veux dire, il y a des gens qui D'ailleurs, ce qui que prennent tu des dis, c'est ce que disaient Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en 2008, quand ils oui, disaient: «Surtout pas, on va courir, c'est» ils avaient compris ça. On ouvre une boîte de Pandore et on n'a pas les clés, c'est ouvert, c'est fini et on a la Russie. C'est pas rien, quoi. Donc c'est pas parce qu'on les déteste, qu'on les diabolise, que ça nous c'est pas la énerve que Serbie, pardon? c'est pas la C'est Serbie. pas la Oui, c'est pas la malheureuse Serbie, c'est pas la malheureuse Serbie, en effet, qui d'ailleurs, subit, de nouveau, comme tous les abords, en fait, russes, d'une manière ou d'une autre, les mêmes tentatives de pression, de déstabilisation, voilà, en permanence. Heu, heu, on a affaire à un autre morceau, quoi et donc au lieu de rechercher les voies, même pour l'Europe, mais certainement pour la France, d'une relation équilibrée, tout en restant dans l'OTAN. Je ne dis pas qu'il faut sortir de l'OTAN. Sortir du commandement intégré, ça c'est une évidence, mais sortir de l'OTAN, c'est même pas forcément une nécessité. Mais reprendre notre, notre capacité juste d'appréciation autonome de nos engagements et pouvoir, en tant que puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, au lieu de dire, «On va donner notre arme nucléaire à l'Europe, on va, devenir il faut que l'Europe devienne plus forte, militairement parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir face à la menace russe», enfin, toutes ces chimères, toutes ces imbécilités, je suis désolée d'être un peu mais c'est moi ça me fatigue au bout d'un moment. Au lieu de faire ça, se dire: «Nous pouvons», mais aujourd'hui c'est plus possible, hein, parce qu'aujourd'hui on est plus cru, on a plus de potentiel de confiance, on a plus ça. Mais on pouvait encore et même il y a 2 ans, on pouvait encore. On pouvait dire: «OK, on arrête les frais, c'est n'importe quoi, on s'est trompé, il faut refaire un accord de sécurité, il faut refaire de l'Ukraine une puissance neutre avec des garanties de sécurité croisées par l'OTAN, par la Russie». Voilà et Un peu comme on l'Autriche en 1955, oui, enfin, oui, qui a mais c'est évité, d'être la neutralité la neutralité est un bon statut. Stratégiques pour certains pays en fonction de leur positionnement géographique et d'ailleurs, la Suède, c'est la même chose. Pourquoi est-ce ils sont fous, ils sont fous d'avoir renoncé comme ça à la Finlande, c'est ridicule. Donc c'est peut-être que qu'ils ont l'idée la défaite de la Poltava encore en travers de la gorge, je sais ouais, pas. mais d'accord, mais bon. Bon, c'est pour les spécialistes. Oui, non, mais il y a un moment où il faut faire du neuf, quoi. Faut Alors, arrêter. dans dans ce nouveau, éventuel Yalta, qui est voulu Mmh, par certains, comme tu l'as déjà évoqué, il n'est pas voulu par tout le monde. Il y a une bonne partie du deep state américain qui, n'en veut pas. Les néoconservateurs aux États-Unis sont toujours à des bonnes places, y compris dans les équipes de Donald Trump, assez étonnamment, avec des non néoconservateurs. On a des Kellogg, et en même temps on a Tulsi Gabbard. mmh. C'est un petit peu étrange. Euh, et puis en Europe, on a des Britanniques qui sont vent debout, alors qu'ils sont leur économie est en Dangereux. train de s'effondrer sous leurs pieds. Ils sont vent debout pour refaire une guerre de Crimée. Les von der Leyen, les Kaja Kallas, il y a quand même beaucoup de monde qui compte
qui souhaitent encore en découdre, qui visiblement ne visent pas un accord général. Non. Bah, ils sont à la fois, incompétents, ignorants, arrogants, je veux dire, ils collectionnent, hein, et ils sont dans une fuite en avant et surtout dans un refus de prendre la responsabilité. Parce que le jour où on va admettre que depuis 3 ans, nous finançons un régime, nous finançons, nous armons, nous entraînons, nous conseillons, nous formons, voilà, y compris en France, un régime qui a envoyé à la mort, pas sur nos ordres, mais pas loin, plus d'1 million de gens, hein. Il y a quand même une question de responsabilité qui se pose. C'est pas neutre, hein, c'est pas juste, voilà, on a discuté un petit traité commercial, un petit machin, bon, même si c'est des choses très importantes, mais je veux dire, là, c'est des centaines de milliers de vies humaines sacrifiées en pure perte pour rien, pour arriver à un désastre militaire à la fin. C'est-à-dire que si on avait, même après le début de l'opération militaire spéciale, si on avait arrêté les frais, c'est-à-dire reconnu qu'on s'était planté, en avril, enfin fin mars, début avril, 22, après le draft des accords d'Istanbul et cetera, de Minsk et d'Istanbul, intervenu tout de suite, enfin négocié et atteint et même signé. Le draft avait été signé par Zelensky qui avait un peu qui peut-être a eu un petit moment de prise de conscience de ce qu'il avait fait, de ce qu'on l'avait entraîné à faire et qu'il était peut-être temps de calmer le jeu pendant qu'il était encore temps. Bon, eh bien non, heu, Boris Johnson est allé lui dire: «Mon grand, on ne te paye pas pour faire la paix, on te paye pour faire la guerre, donc tu vas la faire maintenant». Voilà, donc OK, il est reparti sur l'idée, moi, je vais être aidé jusqu'au bout. Enfin, on lui a raconté les bêtises ordinaires: «On est derrière vous, on va rester, vous êtes le fer de lance de la lutte contre», bon, OK, très bien. Donc tout ça est un échec militaire flagrant, flagrant. Du côté russe, il se dit qu'il y aurait quand même entre, les militaires russes et les gens des républiques, du Donbass, les Wagner, les uns, les autres, les mercenaires, machin, 150 000 morts, c'est pas rien. C'est peut-être, 8 fois moins ou 7 fois moins que d'Ukrainiens, mais c'est Oui, c'est énorme. considérable du point de vue politique interne russe, 150 000 morts. Donc Poutine, qu'on l'aime pas, mais c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est que lui, il a une marge de manœuvre qui est extrêmement étroite et je ne parle même pas des franges de son entourage ou du champ politique russe qui sont beaucoup plus jusqu'au-boutistes que lui et qu'il tient reine courte, mais en même temps, il y a un phénomène d'isolement et le phénomène d'isolement, il va pas en faveur de la modération, hein, il va en faveur, justement d'avoir un entourage de plus en plus qui le pousse à en finir parce que la Russie peut en finir avec l'Ukraine demain matin. Enfin, je veux dire, c'est c'est parce qu'il mène une guerre d'usure, d'attrition, en essayant de limiter les morts civiles, même s'il y en a, mais enfin, il y en a beaucoup moins, qu'on ne pourrait le penser ou que dans d'autres autres endroits du monde on en fait. Bref, ils sont dans une logique où ils essaient toujours d'arriver à un moment où on va discuter. Mais ils avancent, ils avancent. Les Ukrainiens perdent 50 000 hommes, 50 000 hommes chaque mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, c'est colossal, c'est colossal. Alors, Et ils n'en recrutent que, un petit 30 000 est-ce que dans qui sont ces pas formés. pardon, oui. Est-ce que dans ces Non mais voilà donc ouais. Vas-y, je te laisse, bon, d'accord. Donc, vas-y, vas-y. dans ces discussions qui s'amorceraient, ce nouveau Yalta, est-ce que les Russes se jouent pas un peu, de Trump, et de ceux qui voudraient discuter? Je pose ça parce que la question, parce que c'est toi qui viens d'évoquer le fait que en Russie, ce qu'on refuse d'entendre ici, malheureusement pour ceux qui ne suivent pas les choses sérieusement, il y a une frange de beaucoup plus dure qui est juste derrière Poutine, qui est très, très, très majoritaire dans les forces militaires, les forces de renseignement, dans le Conseil de sécurité de défense,
du Kremlin, qui eux voient l'Occident comme des gens qui sortent des traités qu'ils ont signés, un peu comme avec les Indiens, qui les voient n'ayant pas respecté Minsk, ayant déchiré le mémorandum d'Istanbul dont tu parlais, euh, qui considèrent que toute pause dans la guerre, tout cessez-le-feu, ce sera l'occasion d'armer l'Ukraine, et que même si Trump était de totale bonne foi, bah, Trump dure le temps qu'il dure, hein, peut-être 2 ans s'il perd le Congrès dans les élections de mi-terme, 4 ans, et qu'on n'a, du point de vue du Kremlin, aucune garantie, euh, et que l'alliance avec la Chine ou avec l'Iran, malgré les difficultés que tu as évoquées dans tes émissions, c'est quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sûr. Est-ce que est-ce qu'ils ne jouent pas un peu avec Trump en continuant à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, ce que moi je pense, aller jusqu'au Dniepr, prendre Odessa, et c'est à partir de ce moment-là qu'on verra ce qu'on verra. Oui, si, mais c'est ce qui est en train d'être fait. De toute façon, chaque jour que nous perdons à parler de discussions sur des bases fausses, par exemple sur des faux chiffres, sur une fausse perception de l'état réel du rapport de force militaire et économique même entre la Russie, l'Ukraine et de l'autre côté les États-Unis et l'OTAN, euh, c'est un jour perdu pour une meilleure paix pour les Ukrainiens. Parce que les forces russes, effectivement, avancent. Elles vont continuer. Elles n'ont aucune raison de s'arrêter. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, si j'ose dire. Et elles ont, il ne faut pas oublier que formellement, 4 oblasts ont été intégrés en septembre, fin septembre 2022 dans la Fédération de Russie, mais que, à part Lugansk, les autres ne sont pas territorialement entièrement sous contrôle russe. Donc, donc l'avancée, si vous voulez, les limites administratives des oblasts ne sont pas encore atteintes par les forces russes. Donc il y a un effort clair et net militaire à faire pour pouvoir, au moment de négociations, et après tout, plus ça dure, hein, l'attente de ces pourparlers, eh bien, la Russie sera en position encore plus de force. Voilà. Alors, les Ukrainiens ont essayé ce coup, à mon avis, complètement désespéré, et là encore, à mon avis, pas du tout intelligent, c'est-à-dire de taper en Russie et d'aller à Koursk et d'essayer de prendre les centrales nucléaires, et cetera, enfin d'essayer de faire quelque chose de très grave, en fait, heu, sur le territoire de la Fédération de Russie, même en se disant: «Ça va nous faire un atout dans la négociation». Mais ils n'ont rien compris. Enfin, je veux dire, mais il faut regarder l'état des forces. Ils n'ont pas les moyens. Donc ils envoient à la mort, chaque jour, au moins un millier d'hommes, hein, voilà, pour un truc où en fait, ils sont en train de se faire dégager. Ils vont bientôt se faire dégager de la zone, complètement. Ils en ont déjà perdu une grande partie de ce qu'ils avaient conquis initialement, sous l'effet de la surprise. Ah, d'ailleurs, Donc, tu le confirmes, euh, le président plus ou moins légal, Volodymyr Zelensky, a mmh, prolongé l'état d'urgence, là, jusqu'au 9 mai, qui rend oui, les mais de choses toute façon, non, mais légalement lui, non discutables. bien sûr, rien n'est discutable. Non, non, mais lui, il a pris des décrets disant qu'il fallait pas discuter. Il n'est plus légalement, président. Il est soutenu, comme la corde soutient le pendu, par, les Brites, qui le protègent d'ailleurs aussi accessoirement, et par, tout ce qui reste de tous les réseaux des services américains, et cetera, qui sont sur place en Ukraine depuis des années, des années. Voilà, il y a pas que les laboratoires, de guerre bactériologique, hein, en Ukraine. Il y avait déjà, pas mal de petites implantations, américaines. Voilà, des petites bases avancées déjà, et ça les Russes l'avaient dit, avaient déjà dit que c'était pas possible. Enfin, tout ça a été tellement en fait, si vous voulez, je pense que l'une des choses les plus énormes, l'un des mensonges, mais qui a été répété évidemment dès le début
comme un leitmotiv pour que ça rentre bien dans le crâne de tout le monde, c'était l'expression, «Unprovoked war of aggression from Russia towards Ukraine». Donc la guerre d'agression non provoquée, non provoquée de la Russie sur l'Ukraine. Comme si c'était vraiment la Russie qui avait agressé l'Ukraine from scratch, comme on dit, à partir de rien, out of the Oui, mais si blue. c'est une, Voilà, je suis désolée. s'il y a pas ce narratif, Voilà, il y a pas tout ce qui va derrière. Parce que si on a, c'est ça, c'est ça. Mais la réalité, oui, mais il y a un moment où le réel ça colle plus, les choses sortent, tu l'as dit les au début, informations sortent, c'est les documents sortent. Voilà, donc on ne veut pas voir, on ne veut pas voir, on ne veut pas voir parce que nous, on est victimes en Occident et notamment, en Europe et alors en France, n'en parlons pas. On croit à la comme on dit, à la valeur performative du langage. C'est-à-dire, il suffit de dire les choses pour qu'elles arrivent, pour qu'elles soient vraies, hein, pour que ça se passe. Voilà, pas compris il y a il y a que il y a que le Dieu qui fait décalage ça. entre le réel bah, Oui, oui, mais oui, parce que Dieu lui, c'est Dieu. bah, comme Voilà, certains se prennent pour mais Jupiter, bon, ils peuvent se dire que, c'est ça. voilà, s'ils Voilà, on crient a très fort, un il éclair y a va une sortir de leurs vision mains. C'est bon, ça va. c'est ça. Voilà, donc on est face aux dégâts causés par notre déni entêté et lourd et maladif et pathologique de réalité. Et c'est valable, sur l'Ukraine, c'est valable au Moyen-Orient aussi. On voit bien ce qui s'est passé, ce qu'a subi la Syrie, ce qu'on a fait en Libye, je veux dire, on raconte n'importe quoi et on fait tout à fait autre chose et après il y a des effets boomerang, des effets de représailles, des effets de retour de bâton, des effets qui, nous étonnent et quand on commence à prendre conscience que, ah, c'est peut-être dû à ce que nous, on a manigancé en amont, alors là, c'est le blackout, on fait disparaître, heu, toute prise de conscience, on la diabolise, c'est nous les comploteurs, c'est nous qui expliquons des choses, absolument fausses et cetera, pour faire disparaître un truc hyper gênant, en fait, parce que ça Ouais, revient à je découvrir trouve que toute autre ça chose, quoi. s'oublie surtout. C'est Ça l'oubli qui s'oublie. est organisé. Enfin, par exemple, si on prend la guerre en Libye, avec toutes ses Ouais, ah bah conséquences, oui. et le fait, complètement absurde, in fine, c'est qu'on se fait dégager du Sahel et que la Libye est contrôlée à moitié par la Turquie et à moitié par la Russie. Vraiment, c'est les champions du monde là. Heu, Ouais. Beau Tous ceux qui avaient résultat. critiqué à l'époque l'intervention en parlant des risques, dont ceux qui sont arrivés, Mmh. finalement quand ils sont arrivés, juste on a arrêté de parler de la Libye, puis c'est oublié, et en fait, il y a une sorte c'est comme une sorte de page blanche à chaque fois. Oui, oui, bah, on zappe, on zappe. De toute façon, on zappe. Sauf que là, ça a des conséquences. C'est C'est-à-dire notre qu'on peut méthode. zapper avec la Serbie, on peut zapper avec la Libye, c'est bon, c'est pas très, très grave. Un petit peu grave, mais bon. Là, on a, c'est vraiment pas un pro, Poutine. Tout au début du conflit, je pense à monsieur Jancovici, qui il était chez, heu, Apolline de Malherbe, qui demandait, comment serait approvisionné, réorganisé les approvisionnements, russes, et il la regardait un peu éberlué en ingénieur, donc du réel. Et il disait: «Vous savez, se couper de 30 de nos ressources d'énergie, ça doit être compliqué». Bon, ce réel-là est déjà en train Bah, de nous toucher, donc ça devrait provoquer un réveil, ah non? bah, Et on voit des écoutez, élections, heu, qui tournent mal, en Allemagne avec l'AfD qui gagne, mais ou à forcément, gauche, Sarah Wagenknecht oui. qui disent: «Faut arrêter les frais là, on va toute l'industrie va disparaître». Ah bah, mais ils vont complètement dans le mur. Oscar Lafontaine, je sais plus une semaine peut-être, dans une intervention, enfin que j'ai vue, a dit, «Moi, si j'étais chancelier, la première chose que j'irais faire, c'est je ferais un voyage à Moscou, je discuterais avec Poutine et je remettrais en place, le transit du gaz vers nous et puis je recréerais aussi les structures industrielles de notre pays qui sont en morceaux et puis» enfin, c'est du bon sens. Voilà. Mais comme on met l'idéologie là-dessus,
Comme on met une couche délirante de mensonges sur le thème, la Russie veut se faire l'Europe, la Russie veut envahir les pays baltes, la Russie voilà, donc on crée une ambiance de peur, de trouille, de panique, de menace, on essaie de recréer en fait la terreur, de l'avancée soviétique qui, à son époque à son époque, était sans doute beaucoup plus, potentiellement, concrète, fondée, enfin assise sur quelque chose. Et là, pour le coup, sur une grande idéologie, sur un combat, voilà, à l'échelle planétaire, exact. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça le sujet. C'est plus du tout ça. Mais nous, Européens, on s'est plantés d'un bout à l'autre. On le paye très cher et à mon avis, on n'a pas fini parce que là maintenant, l'Amérique, elle est dans une phase de restauration propre, en fait, voilà, de ses marges de manœuvre, intérieures, extérieures. L'Europe, elle sait qu'elle reste malgré tout asservie, qu'il suffit d'un petit coup de sifflet et qu'elle fera ce qu'on lui dit. Mais, en revanche, après l'avoir bien entraînée dans cette espèce de conflit qui visait en fait à la couper de la Russie et en fait à c'est une guerre interne aussi au bloc occidental entre une guerre économique et énergétique entre les États-Unis et l'Europe. Et en fait, il y a eu un transfert, si vous voulez, de vassalisation, énergétique, qui nous a fait passer, nous, Européens, d'une dépendance énergétique à la Russie, certes, mais au moins c'était pas cher, à une dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis, 4 fois plus cher, hein, 4 fois plus cher, voilà, en moyenne, voilà. Donc Et en je sais développant notre nucléaire. Et en oui, bien développant sûr. notre Et donc mais ça, on peut même pas l'entendre, c'est même pas dissible parce que les États-Unis, c'est forcément c'est notre jumeau, c'est notre on vit dans des chimères tellement bien ancrées, tellement bien véhiculées, tellement bien propagées depuis des décennies dans nos élites, dans toutes les couches de la société d'ailleurs, pas que les élites. Cette espèce d'idée, l'Amérique a sauvé l'Europe, l'Amérique voilà. Donc, à un moment donné, le décor Potemkin, heu, marche, mais se heurte quand même à des faits, qui va être de plus en plus difficile d'ignorer. Et je pense que tout le discours français, notamment présidentiel, sur le côté: «Il faut que l'Europe se renforce, c'est l'heure de l'Europe doit comprendre, l'Europe doit exister géopolitiquement». Mais l'Europe, elle peut pas exister géopolitiquement, ni même politiquement d'ailleurs, tant qu'elle ne comprend pas que son son potentiel, enfin son futur, est dans une capacité à s'ouvrir des 2 côtés, vers le reste de l'Eurasie dont elle est un morceau et bien sûr vers les États-Unis. Très bien, c'est pas le sujet, pourquoi pas? C'est mais encore une fois, il faudrait être beaucoup plus et de toute façon, ça ne passera que par les États. Voilà, parce que la technostructure européenne, elle a fait la preuve, à la fois de son incompétence, mais aussi de sa totale servilité et elle s'est plantée. Voilà, parce que l'administration change, là maintenant, bon, les anciens réseaux sont tous en PLS, en train de se dire: «Oh là 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 là, pourvu qu'on vienne pas me demander des comptes, et tout cet argent, dont j'ai profité, que j'ai touché, que j'ai ci, que j'ai ça, tous ces circuits de trafic, tout le enfin, il se dit quand même qu'entre 30 et 40 du fric qu'on a donné en Ukraine, à l'Ukraine, n'est pas allé à l'Ukraine, hein, voilà. Donc il va où? Il va certainement à des Ukrainiens, ça c'est for sure, mais aussi probablement à d'autres en Europe et je parle même pas des États-Unis. C'est pas pour rien que Joe Biden a gracié toute sa petite famille, le jour même de l'intronisation de Trump. peut-être une dernière question avant de te laisser, partir à tes autres, Oui, occupations. oui, oui, Si, et puis on te réinvitera, d'ici quelques mois oui, pour, faire le avec suivi, plaisir. toujours avec grand plaisir. Heu, si in fine, le front ukrainien s'effondre, que le régime, de Kiev prend le bouillon, est-ce qu'on on verrait, une on peut voir une, partition, non pas seulement en 2 ou 40 60
Russie-Ukraine, mais des bouts entiers d'Ukraine repartir vers la Hongrie, vers la Roumanie. Ce qu'on voit maintenant, les discours de Orban qui dit bon, bah, il y a les Hongrois quand même qui sont là, ce qui est vrai. Les Roumains qui disent bah on a quand même un gros morceau, la Bucovine. Les Moldaves qui sont dit non, 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 c'est un morceau qui n'est pas roumain, c'est un morceau moldave. Les Polonais qui bon, ne disent rien, mais bon, la Galicie et la Voline, c'était chez eux à une époque. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un découpage, un dépeçage complet d'Ukraine? Je n'en sais rien. C'est certain qu'il y a tout un tas de plans, d'ambitions, de tout un tas de pays qui essaient de jouer leurs cartes parce qu'ils comprennent bien l'état de délabrement, du pays. Après 40-60, ça me semble beaucoup. La Russie est à quoi? 20-23, quelque chose comme ça du territoire ukrainien aujourd'hui. Donc on n'est pas encore à 40. J'espère qu'on n'ira pas aussi loin, pour faire un accord de paix parce que ça veut dire que ça va durer encore longtemps et qu'il va se trouver encore, tout un tas de gens pour continuer à faire affluer des armes, pour continuer à pousser à la mobilisation, de jeunes Ukrainiens de plus en plus jeunes et de plus en plus, incapables de se battre. Enfin, ils sont juste là pour dire: «On les a envoyés, on les a envoyés, on les a envoyés» et 3 jours plus tard, ils sont tous morts donc super. Voilà, si vous voulez, moi je pense qu'il y a on a aussi un problème de responsabilité morale. Pas la peine de nous avoir, fait tout un flanc sur, les réfugiés ukrainiens, les Ukrainiens, ces Européens et cetera. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais enfin, concrètement, on les envoie se faire tuer tous ces gens. Pourquoi? Juste pour préserver nos illusions ou pour masquer nos fautes ou nos mauvais calculs? Mais jusqu'à quand? Je veux dire, ça rappelle d'autres théâtres, ça rappelle Netanyahou vis-à-vis de Gaza, ça c'est on continue, on continue, on continue, 1000 blessés israéliens dans les forces, par mois, mais on continue, on continue. Je parle même pas des résultats, des dizaines de milliers de morts, palestiniens, mais on continue parce qu'on sait que si ça s'arrête, ah, il va falloir rendre des comptes. Donc moi, je serais pour des méthodes, si j'étais, négociateur ou en situation, pour des méthodes qui certes paraîtraient absolument amorales et cetera, mais il faut changer d'interlocuteur ukrainien parce que Zelensky, on nous explique sans arrêt: «Ah mais il veut pas faire la paix comme ci, il veut pas faire» non mais Zelensky, il fait ce qu'on lui dit. Je veux dire, c'est voilà, hein, on lui donne une feuille de poste, soit il le fait, soit il le fait pas. S'il le fait pas, ben on prend un autre. Zelensky, c'est quelqu'un qui a été placé là pour faire certaines choses. C'est pas un politicien, c'est rien du tout, c'est un acteur auquel on a donné un rôle. Voilà. Donc il faut lui changer son rôle et s'il veut continuer à jouer le premier rôle, pour sauver sa peau à son avis ou parce qu'il a peur des gens qui l'entourent, parce que lui aussi est entouré d'encore pire que lui, hein. Et bah, dans ce cas-là, il faut en finir avec Zelensky. Ça ne veut pas dire l'éliminer, mais ça veut dire, avec tout l'argent que qu'il a mis de côté, si j'ose dire, ses petites économies, il peut avoir une autre vie, le petit homme, hein. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut des méthodes, il faut des amnisties, il faut des parce que sinon, ça ne finira jamais, jamais et c'est la nation ukrainienne. On ne peut pas toute la journée dire: «Il faut sauver l'Ukraine» et en fait, toute la journée, l'envoyer à sa mort. Enfin, c'est énorme, c'est qui on a une responsabilité politique et morale absolument ahurissante en Europe. Voilà, moi, c'est ça aussi qui me révolte. Oui. Donc et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-russe, pro-ci, pro-ça. Il y a une réalité militaire dont il faut tenir compte, dont il faut tirer les conclusions et qui doit nous permettre de rebâtir la sécurité en Europe et la sécurité en Europe, ça concerne tous les Européens. Ils n'ont pas l'air de bien se rendre compte, mais c'est quand même important la sécurité en Europe. Voilà. Donc il faut refaire un équilibre des forces stratégiques, il faut, remettre au centre la notion d'indivisibilité de la sécurité, il faut arrêter l'extension de l'OTAN une fois pour toutes, ça suffit. Heu, enfin, il faut faire des choses de bon sens, voilà, qui permettront une coexistence. Sinon, il y aura pas de coexistence, ce sera dent contre dent, œil pour œil, hein, voilà et à la fin, c'est toujours les pauvres, les faibles, les peuples qui trinquent.
Donc, parce que ceux qui vont, au casse-pipe en Ukraine, hein, c'est pas les fils d'oligarques, hein, ou c'est même pas les fils de la bonne bourgeoisie, ou c'est rien du tout. Tout ceux-là, ils sont ailleurs depuis bien longtemps, ils font du ski à Gstaad ou ailleurs, hein. Donc, c'est pas du tout ça. Comme d'habitude, c'est les parties les plus fragiles, celles qui manquent de ressources, alors on leur fait miroiter, mais que c'est comme dans les armées américaines. On a une structure de recrutement, si vous voulez, qui fait que forcément ça intéresse qui? Bah, l'armée américaine offre, des avantages, on peut faire l'université, on peut faire ci, on peut faire ça, si on rentre dans l'armée américaine. Voilà. Bon, bah, c'est la même chose en Ukraine. Donc, mais eux, c'est même pas qu'on leur offre du fric, c'est qu'on les chope dans la rue, on les met dans des camionnettes et on les envoie directement au front. Voilà. Donc moi je trouve ça, c'est on peut pas prétendre être l'Europe ou un pays comme le nôtre, avec des valeurs, avec des grands principes, et faire ça et se prêter à ce jeu-là. C'est trop cynique, c'est trop, ça va trop loin. Voilà ce que Ouais, je très dis. bien. Merci, merci Caroline, et merci Caroline Galacteros d'être venue et de nous avoir rappelé, qu'il y a une responsabilité, politique et morale, qu'on ne gouverne donc pas impunément, qu'on ne fait pas de la géopolitique impunément, que ça a des conséquences, bonnes ou mauvaises, très mauvaises Absolument. pour les Ukrainiens, parce qu'il y a un réel, et comme tu le dis, il faut revenir à du bon sens, essayer de retrouver les voies, même si elles sont difficiles, de la coexistence et rebâtir une, sécurité en Europe. Donc je retiens de ça, de ce que tu nous as dit aujourd'hui, Merci il aussi. y a il y a de l'espoir et on t'invitera pour en reparler dans quelques mois pour voir où on en est, qu'est-ce qui comment ça a évolué, dans quel sens. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, sur ce dont nous a parlé, Caroline Galacteros, vous pouvez aller voir, sa chaîne YouTube Paix et Guerre. C'est très intéressant et vous y abonner. Ah bah oui, bien sûr. Par ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, cette interview et ce qu'on fait, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je crois que là, vous avez matière à discussion, avec vos Mais vous proches. faites Voilà, donc parce que si je puis me permettre, parce que sur Fréquence Populaire, tu fais des choses tout à fait passionnantes et en plus tu voyages et tu vas à des sommets, tout ça. Moi, ça me rend jalouse, j'aurais adoré être là. Non mais non mais tu il fais faut plein de venir, il faut choses. venir. Mais On oui, va oui, on va faire prochaine ça. non mais franchement, c'est inédit, personne ne fait ça. Personne ne fait ça ici, on est sous une chape de plomb, de désinformation, donc c'est très, très bien, très courageux, très audacieux. Très bien. Alors pour les prochains qui s'intéressent à la géopolitique, ceux qui sont restés jusque-là, notre prochain déplacement, Caroline, ce sera Ah, en Éthiopie pour faire découvrir hein, ce dernier pays d'Afrique noire qui est rentré dans les BRICS, oui, deuxième puissance économique du pays, siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a une guerre au Tigré, beaucoup de ouais, chrétiens, l'ancien royaume de la reine de Saba, bref, et que personne ne connaît ici, n'a aucune idée, ne s'intéresse, mais voilà, il se passe des choses dans le justement, monde et l'idée, c'est d'en parler et de ne pas rester bloqué, comme tu dis, sous une chape de plomb. Merci encore, merci beaucoup d'être venu, c'était très gentil. Et ben, à très bientôt. Et puis, à très bon bientôt. courage pour la suite. Voilà. Merci, Merci merci. pour ce sourire et puis à bientôt. Georges, au revoir, au revoir. Au revoir.